Voilà, donc le texte a été écrit par Isabelle Audry, ici présente. Et un certain Ali qu'on ne connaît pas. Texte à deux voix. Je suis là, du haut de mes 49 ans, et je me dis, je suis un homme aujourd'hui. Hier, j'étais un adolescent, et l'enfant de mes parents. Cette succession de responsabilités fait qu'aujourd'hui, l'odyssée humaine s'invite à moi. Je suis parent de quoi? De qui? Y a-t-il un savoir-faire? Endosser le rôle de père, de mère, de tante, oncle, sœur, frère, grand-mère, grand-père, ce sont les facettes de la parentalité. Comment emprunter ces jeux de rôle? Ai-je la solution, la recette? Certainement pas. Alors j'ai une idée, je l'idéalise, je la cristallise, je la conceptualise. Ou tout simplement, tout humblement, je la fais mienne. Et toi? Chers parents, j'ai le plaisir de passer des heures en votre compagnie, où nous allons échanger librement autour de la question « Qu'est-ce que c'est être parent pour vous ?» Professionnelle de l'école des parents et des éducateurs depuis 13 ans, je suis à l'écoute des questionnements et des doutes que les parents viennent me partager. Pour autant, je suis moi-même mère de 3 grandes filles et je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. À l'EPE 13, nous croyons que chaque personne, chaque parent, sait pour ses enfants et pour lui-même. Il n'y a pas une seule réponse, mais avant tout, votre réponse. Ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que être parent n'est pas naturel. On devient mère, on devient père, grâce à la rencontre avec son enfant et qui va se construire tout au long de la vie. C'est notre enfant qui nous fait passer à ces statuts de parents. Et puis, une autre chose qui m'apparaît très importante, c'est que la relation à chaque enfant est différente. On a beau vouloir leur donner la même éducation, la personnalité d'un on a beau vouloir leur donner la même éducation, la personnalité d'un enfant ne sera pas celle de son frère ou de sa sœur. En plus, nous sommes un autre parent à la venue successive des enfants. Alors tout se réjoue. Quelle aventure! Mais nous allons partager tout cela ensemble, dans le respect de nos différences, à l'écoute des unes et des autres, et dans la confidentialité de ce qui se dira. Mais la parentalité exige une responsabilité qui nous recentre, avant tout sur le bien de l'autre. Dans les entrailles de la transmission s'y loge l'éducation, la protection, l'amour, les valeurs ancestrales, les perspectives et aussi les inquiétudes, les douleurs et le doute permanent. L'altérité, au-delà de sa fonction apparente, est une première invitation à faire le deuil de son propre idéal. Ce mur abattu est une nécessité. Il permet de s'ouvrir à soi et à l'autre. Au bout du compte, on se dit chacun à tour de rôle qu'on se doit d'apporter sa perception, son ressenti, son intuition, ses actes, pour qu'enfin, ensemble, on tente d'apprivoiser le chemin sage de la parentalité. Évident pour nous de vous apporter ce dicton populaire inscrit sur la façade d'un mur dans le 16e arrondissement de Marseille. Les enfants deviennent des hommes, que Dieu leur pardonne. Merci. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors déjà, donc je m'appelle Isabelle. Je travaille à l'école des parents, comme il a été dit dans la petite annonce, et des éducateurs. Je suis très émue. Voilà, il y a beaucoup de parents. Je suis très fière aussi d'être là auprès de vous. Alors déjà, dans un tout premier temps, je vais vous demander de vous rapprocher. Voilà. Donc les chaises qui sont vides, rapprochez-vous, parce qu'il me semble que c'est important qu'on rentre dans ce petit cercle d'intimité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se dire, ici et maintenant, ce sont vos histoires de vie, à vous, propres, chacune, chacun, et que ces histoires de vie, elles sont intimes, elles sont singulières, elles vous appartiennent. Et chacun, ici, dans cette pièce, on est là pour respecter chaque parole qui va être dite. Je suis garante de ça aujourd'hui. Pour moi, c'est fondamental. On est tous différents sur cette terre, sur cette planète. On est tous différents dans ce cercle-là qui est présent.
Et il m'apparaît important aussi qu'on coupe les téléphones portables pour ne pas que sonne un téléphone au moment où une parole est en train de se dire, et peut-être avec de l'émotion. C'est ça parler de soi, c'est ça parler de son histoire. Il se peut qu'il y ait de l'émotion et il ne faut surtout pas casser ça. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreux. Et on va démarrer dans une parole libre, vous exprimez ce que vous voulez autour de ce qu'est être parent, mais même quand on n'a pas d'enfant, on est l'enfant de quelqu'un. Donc, on a certainement quelque chose à en dire. Voilà. Ce que je peux juste dire pour démarrer et vous aider à entrer en matière, c'est que moi-même, bien sûr, je suis professionnelle de l'écoute, je reçois régulièrement des parents en consultation, j'anime régulièrement des groupes de parole ou des temps de parentalité thématiques, mais je suis avant tout, bien avant d'être professionnelle, je suis une femme et une mère de 3 enfants, avec ses galères, comme tout un chacun, et ses bonheurs aussi, bien sûr. Voilà, donc on démarre sur cette question. C'est quoi être parent pour vous? Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, juste un mot, vous pouvez, quand vous prenez le micro, vous pouvez juste dire comment vous vous appelez et si vous avez envie de dire quelque chose de vous, de vos enfants. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, je suis Akima, je suis avec l'association de l'Estac aussi. Et une maman, c'est la souffrance et le bonheur en même temps. On se lève, on oublie tout. Et c'est ça, c'est le bonheur et la souffrance pour moi, les deux. Après, si vous n'avez pas envie de micro, vous pouvez aussi parler sans micro, si vous êtes plus à l'aise, mais par contre, parlez fort, quoi. Voilà. Alors, je vais tourner un peu avec le micro. Hein. Alors, moi, je m'appelle Sakina. Ah, tu veux pas le micro? Moi, je m'appelle Sakina. J'ai 4 enfants. Alors, ils ont chacun un âge différent. Le premier, il a 27 ans. La deuxième, elle a 26 ans. La troisième, elle a 22 ans. Et le dernier, il a 11 ans. J'ai eu des différents accouchements. Voilà. Et on n'entend rien donc. Ne donne pas ton nom et ton prénom. Je plaisante avec toi. Voilà. Oui, bon, sans toi, allez. Il n'y a pas de problème. Donc, Non, là, On en était à, tu as eu différents accouchements. des différents accouchements, mais elles n'ont pas été compliquées. Voilà. Mais la difficulté, là, c'est maintenant. Moi, je trouve que c'est maintenant. Quand ils sont grands. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je m'appelle Aïcha, je suis avec le centre social de l'Estac. Donc, je vous remercie Sabrina et Nadia. Voilà. Et donc, je veux dire, la maman, c'est vrai, comme l'a dit Akima, c'est le bonheur et la souffrance. Et merci beaucoup. Qui veut continuer? Alors, je tiens aussi à remercier mes collaboratrices partenaires, Sabrina et
et Nadia qui ont mobilisé les parents du centre social et des Tuileries, de l'Estac, du bassin de Séon pour être là aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans ce partenariat aussi que nous travaillons cet après-midi. Je m'appelle Abderrahmane Ahmed, je suis de l'équipe mobile de santé communautaire qui intervient dans le 3e, 14e, 15 et 16e arrondissement de Marseille. Là, j'interviens en tant que parent. Je suis le seul homme qui intervient sur ce thème. En fait, je dirais même qu'être parent, c'est accéder à une responsabilité que je pourrais rebondir ce qu'a dit notre chère dame, que c'est un bonheur, mais c'est aussi une souffrance. En fait, elle a presque tout résumé. Parce que quand on a vraiment besoin d'enfants, d'être parent, parce qu'en fait, on n'est pas né parent, mais on le devient. Mais quand on le devient, c'est un bonheur. Mais après, c'est la souffrance qui s'ensuit. Les enjeux sociaux que la maman ou le papa entreprend dans l'éducation de l'enfant, parce que quand on dit parent, on doit aussi penser à l'éducation, on doit aussi penser à la sauvegarde de cet enfant. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'enfant. Merci. Je m'appelle Brigitte Serpagé. J'ai une nièce qui est handicapée, qui est comme Nathalie d'Arré-Colomb. Et voilà, on s'entend bien. Et voilà, à chaque fois, je l'aide à se laver et tout, à se déjeuner. Et la souffrance, elle est là, elle n'a pas de parents. C'est ma petite nièce. Comment on fait quand on n'a pas de parents? On reste en vie, on a des parents en otage et tout. Marianne. Voilà. Merci. Bien sûr. Et oui, comment on fait quand on n'a pas de parents? Alors après, vous êtes là, vous êtes présente auprès de cet enfant. Et oui, c'est votre nièce, mais vous lui apportez tout votre amour, toute votre chaleur et toute votre affection. Alors bien sûr, ça ne remplace pas ses parents, mais votre présence peut être très importante auprès d'elle. Voilà, J'aime bien être famille, mais j'ai une petite soeur à Priscilla, elle a des bébés, et voilà, j'ai des petits neveux et tout. Je m'en occupe et j'en ai marre aussi. C'est tout. J'ai pas l'habitude du micro. Bonjour, moi mon prénom c'est Nathalie, voilà. Je fais partie du centre Henri Collot et suivi psychiatriquement par le docteur Marianne Hodgkinson. Je voulais simplement relever entre la souffrance. C'est très 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 dur quand on arrive à un âge comme moi, j'ai 47 ans, bientôt la cinquantaine, de ne pas avoir eu d'enfant, malheureusement. Et c'est une souffrance pour moi de ne pas en avoir. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, pardon. Merci. Mais il y a de la place pour l'émotion ici. Fatima de l'Estac. Un témoignage, moi, toujours, j'avais peur de mal faire, de ne pas bien éduquer mes enfants. J'en ai pas voulu en avoir. C'est le contraire. Mais j'ai des nièces, j'ai des voisines qui me rendent beaucoup de cet amour. Mais la peur de mal faire, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Merci. Vous entendez bien que chaque parcours de vie est singulier.
Chacun a son histoire. Et on est parent ou pas avec cette histoire-là. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Brigitte, donc j'ai 36 ans, je n'ai pas d'enfant. Ça a été un choix jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et suite à un problème médical, il est fort probable que je ne puisse plus en avoir. Et ça a déclenché en moi le fait de choisir de ne pas avoir d'enfant, mais savoir que qu'en cas de changement, d'évolution, j'ai toujours la possibilité d'en avoir. Et le fait que l'on me dise « vous ne pourrez pas avoir d'enfant », ça a vraiment cassé quelque chose dans même dans ma féminité. Je me suis sentie je me sens moins femme. Et si jusqu'à maintenant, j'avais pas souhaité avoir d'enfant, c'est justement parce que, en observant ma mère, j'ai vu qu'elle avait sacrifié sa vie de femme pour n'être qu'une mère. Et en tant qu'enfant, j'en ai énormément souffert parce que c'est une culpabilité de voir sa mère qui n'est pas épanouie et qui sacrifie sa vie de femme pour ses enfants. Et enfin voilà, c'était et cette inquiétude, cette souffrance, je la voyais dès j'ai un grand frère, une grande sœur, je suis la dernière. Si l'un de nous était sorti, elle ne dormait pas de la nuit, elle attendait toute la nuit, elle était tout le temps, dès qu'on prenait la voiture, c'était un grand stress. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de vivre ça. Et, un enfant, au final, c'est à vie. Voilà. Bon, c'est juste. Alors c'est vrai, un enfant, c'est à vie. Et la relation à son enfant, c'est du plus loin, déjà quand on l'envisage dans sa tête, quand on le porte dans son ventre. Et après, quand il vient au monde, on l'aide à évoluer, à grandir, à s'épanouir. Enfin, on essaie, on tente tous de le faire. Néanmoins, cet enfant, il va partir. Un jour, il va partir. Et c'est ça la vie. Et c'est heureux de pouvoir se dire, cet enfant-là, il va être capable d'être autonome. Il va être capable de... Voilà. C'est la chaîne de la vie. Et vous disiez quelque chose d'important aussi. Ma mère n'a vécu finalement qu'à travers le fait d'être mère et pas femme ou pas père, enfin, ou un homme qui ne serait que père, parce qu'il y en a des hommes qui peuvent se sentir aussi dans cette posture-là. Moi, je vous invite à prendre des récréations. C'est pas parce qu'on est mère qu'on n'a pas le droit de vivre sa vie de femme. Parce qu'avant d'être mère, vous êtes une femme, avant tout, j'ai envie de dire. Et quand les enfants s'en vont, parce que même si on a plusieurs enfants, quand ils s'en vont, si on n'est que mère, qu'est-ce qui reste? Donc, osez, autorisez-vous. Vous n'êtes pas que des mères, vous n'êtes pas que des pères. Moi, je pense que ce qu'a fait nos parents, notre vie familiale joue énormément sur notre avenir. Moi, j'ai vu ma mère veuve très jeune, s'occuper de 4 enfants. Elle a beaucoup souffert. J'ai dit, je ne refais pas le même cliché. Voilà. C'est dans ma tête, ne pas faire comme ma mère, vivre que pour ses enfants. Elle était là que pour nous. Voilà. Oui, et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est ni bien ni mal. C'est ce que chacun peut vivre. Et en cela, c'est important aussi. Chacun fait ce qu'il peut. Parce qu'on est parent comme on peut, même si on travaille ça, même si on y réfléchit.
On est parent comme on le peut. Bonjour, moi je m'appelle Auria, ça fait que 2 ans que je suis avec le centre social, je suis très très contente. Ça fait que 2 ans que je suis avec le centre social, avec Sabrina et Nadia. Je suis contente même avec celui de mon quartier et tout. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai vécu mon enfance très très bien. Par contre, quand je me suis mariée, c'était très très difficile. Et je pense, même si on est ensemble, moi et mon mari, mais le plus dur c'était moi. Voilà. Dans l'éducation, quand les enfants ils sont malades. Donc je pense quand ils sont divorcés ou veuves, ou même qu'ils sont vivants, je sais que c'est les mamans qui sont, c'est les plus durs pour élever leurs enfants. Voilà. Vous voulez dire que c'est plus les mamans qui portent? Et oui, qui s'occupent plus que les papas. Personnellement, j'ai vécu ça. Oui, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Et pour les mamans qui n'ont pas eu d'enfants, moi ça me touche beaucoup. Et c'est un choix, c'est le bon Dieu comme il veut. Et pour la personne qui a parlé, ce n'est pas les médecins qui décident, c'est le bon Dieu qui veut. Elle peut en avoir, pourquoi pas. Voilà. Des fois, il vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir et de perdre. Voilà. C'est le bon Dieu. On ne peut pas choisir, mais je souhaite le bonheur pour tout le monde et c'est tout. Et beaucoup pour les mamans, je sais que c'est dur, j'ai beaucoup de courage parce qu'elle a dit c'est le choix. C'est une souffrance, mais je trouve que beaucoup de bonheur aussi. Oui, voilà. Bien sûr. Plus que la souffrance. On souffre, mais après, quand ils sont à côté de nous, que ce soit des nièces ou adoptés ou nos enfants... On essaye de s'écouter, excusez-moi. Essayez de ne pas trop parler en aparté parce que ça coupe la parole de chacun. C'est ce que je voulais dire. C'est tous nos enfants. Par exemple, moi... Même les enfants de mon quartier, ou là où j'ai habité, ou là où j'ai vécu, c'est tous mes enfants, c'est parents qui l'aiment. Allez, merci. Merci de votre témoignage. Bonjour, Sabrina Mafoud, animatrice famille centre social de l'Estac. Et je voulais juste rajouter un mot parce qu'on est beaucoup avec les mamans, donc nous on est sur le terrain et donc on a beaucoup des témoignages de quotidien des mamans. Et en fait, la question qui se pose régulièrement, c'est l'éducation et le rôle d'une maman entre 2 cultures. Donc, ils ont été, la plupart de nos mamans dans nos quartiers, sont des mamans qui sont arrivées d'ailleurs. Et donc, ils ont eu une culture, bien ou pas bien, mais une culture. Arrivés ici, donc, les enfants, en grandissant, n'arrivent plus... En fait, les parents n'arrivent pas à comprendre la culture de leurs parents, et les parents n'arrivent pas à accepter la culture de nos enfants maintenant. En fait, et les deux se retrouvent, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, entre 2 cultures. Comment éduquer les enfants, les parents, comment discuter avec l'enfant, quels sont les tabous, quels ne sont pas les tabous, comment on parle avec nos parents. Donc voilà, c'est la question qui se pose régulièrement. Voilà, merci. Oui. Vaste question. Vaste question qui fait encore appel à la singularité de chacun. J'ai envie de vous dire qu'on vienne d'un autre pays ou qu'on vienne d'une autre région, qu'on vienne d'ailleurs, il y a toujours quelque chose de l'ordre du déracinement. C'est ça que j'entends derrière, le déracinement. Je peux en témoigner quelque chose. Je ne suis pas native de Marseille. Je suis arrivée, j'avais 20 ans à Marseille. J'étais une toute jeune fille, jeune femme. Et j'ai vécu dans le centre de la France, dans un petit village, en toute sécurité. C'est sûr, il ne se passait rien, donc il ne pouvait pas m'arriver grand-chose non plus. Et je suis arrivée dans une grande ville comme Marseille. Je peux vous dire que les premiers mois ont été compliqués. Bon, bien sûr, il n'y avait pas la barrière de la langue. Je parle français. Quand il y a la barrière de la langue, je pense
que évidemment ça rajoute de la difficulté de se sentir trouver sa place, de se sentir à sa place, de se sentir bien à l'endroit où l'on se trouve, pardon. Et j'entends que le déracinement, j'ai envie de vous dire, mais vous avez en tant qu'individu à vous respecter et à respecter votre culture, ce qui vous a fait grandir, ce qui vous a nourri, ce qui vous a enrichi. C'est votre culture et elle est vôtre et elle a toute sa place à l'intérieur de vous et en vous et dans votre famille et même au-delà, dans vos amitiés, dans les relations, dans ce que vous vivez, c'est à respecter. Alors évidemment, quand vous arrivez d'un autre pays avec une culture qui est différente, j'entends bien comme ce déracinement-là vient faire effraction, vient être compliqué, vient être peut-être parfois vous empêcher d'être vous-même et d'être parent, comme le dit Sabrina. Mais j'ai envie de vous inviter à vous faire confiance, à suivre votre intuition. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est juste, comme tu disais, c'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Il y a qui vous êtes vous avec cette richesse-là. Moi, je trouve ça infiniment extraordinaire d'être à la rencontre de personnes qui ont une culture autre que la mienne. Moi, j'apprends de vous tous les jours. Alors peut-être que vous apprenez de moi, mais j'apprends avant tout de vous. On s'enrichit les uns les autres. Donc il n'y a pas de scission, il n'y a pas de... Alors, c'est peut-être facile à dire, hein, et donc n'hésitez pas à me renvoyer les choses. Mais moi, je vous invite à être vous, quoi. Elle dit, n'hésitez pas à vous renvoyer quelque chose. Je veux le faire de suite, alors. En fait, à quel moment, justement, la question de la parentalité devient un effet miroir? C'est quand on va à l'école. Donc après, c'est la question, qu'est-ce qui est ce tournant, quoi? Parce que avant ça, l'éducation des parents, ça se joue chacun dans sa niche, quoi. Sa niche, l'expression au sens noble, dans sa maison. Donc, justement, la question qui est toujours amenée, c'est comme après, il y a plusieurs niveaux de... Là, on est sur des représentations ou sur des identifications. Et quelle influence on peut avoir. On prend très simplement un truc basique. Chaque fois que dans la parentalité, chacun dans les cultures méditerranéennes ou autres, on dit, tiens, mon fils, il ressemble à mon grand-père. Les références, où il va ressembler à une telle personne. Donc, ça veut dire que même au-delà de nous, la parentalité appelle encore une complexité. Et des fois, on le regarde et dit, tiens, il a les yeux de son père. Pourtant, ils ne sont pas bleus, le regard. Ça veut dire que tous les sens de l'éducation, ils passent par d'autres canaux. Il n'est pas que dans celle de la mère. Et la mère est le premier vecteur. Et je fais juste un lien, après je passe la parole. C'est dans la tradition biblique, chez les Hébreux, chez les chrétiens et chez les musulmans, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et miséricorde veut dire utérus, le lieu de passage, le lieu de transmission. Et c'est le début. Et l'éducation aussi, on rentre encore vers où on va, quoi. Et effectivement, il y a, quand on dit, Isabelle dit, ouais, faites-vous confiance à vous. Mais d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà confiance parce qu'ils sont aussi héritiers d'une culture qui les ont amputés d'un savoir. Voilà, aussi l'éducation dans la transmission est aussi révélatrice des nœuds qui se posent. Et aussi, quand il y a un nœud, il y a aussi une demande d'évolution et aussi, heureusement, de changement. Moi, je voulais simplement rajouter quelque chose, parce que j'entends dire depuis tout à l'heure, c'est difficile. On a du bonheur, mais c'est difficile. On a du bonheur, mais c'est difficile. Et c'est vrai que dans nos ateliers famille, lorsque on discute avec nos mamans, là, souvent on revient aussi, en dehors de cet aspect culturel, la culture, les origines, vient aussi cette crainte d'éduquer, de mal faire, de mal réussir.
Parce que quelque part, il y a un engagement aussi de notre personne, de notre image qui est renvoyée. Oui, une fierté quelque part. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est cette crainte qui ressort souvent. Parce que j'ai pas, il a été désagréable à l'école, mais est-ce que c'est moi, c'est de ma faute en fait? Est-ce que c'est moi qui doit me faire engueuler quelque part? Est-ce que j'ai mal fait mon travail en tant que mère? Voilà. Souvent on a ces retours-là. Et voilà, j'avais besoin de le dire, puisque est-ce que ça répond quelque part aux craintes dans l'éducation? Ouais, ouais, d'accord. L'école. Moi, je suis une nouvelle arrivante. Ça fait 9 ans que je suis en France. J'ai été à l'éducation nationale. Ça ne se passe pas de la même façon. Ça se passe pas de la même façon. Ici, il y a trop de liberté pour les enfants. Il n'y a pas de barrières. Alors que du pays où je viens, il y a beaucoup de barrières. L'Algérie, je viens de Constantine d'Algérie. J'ai été surveillante générale, CPE. On ne frappe pas les enfants. On discute, et notre culture, parce que chez nous on dit aïb, ahchem, fais attention, on éduque comme ça les enfants. Ici il y a trop de liberté, l'enfant il sait plus où il est. Il sait plus où il est. La maman, pour bien faire, elle fait à la française, elle le laisse faire, mais après elle regrette. Si elle fait comme à l'arabe, après elle va regretter son... Donc elles sont indécises. Et elles ne savent plus quoi faire. L'enfant, il est roi. Il est devenu encore plus roi. Il est devenu un tsar. C'est ça, on dit ça? C'est plus un roi. Et les enfants, surtout la fille, elle n'arrive pas. Moi, je sais que j'ai 64 ans. J'ai jamais eu de câlin de ma mère, à part les petits bisous. Mais il y avait le respect. Ici, il y a trop de câlins, mais il n'y a pas le respect. Moi, ma mère, elle m'achetait une paire de chaussures au marché. J'étais très contente. Là, les enfants, ils leur achètent des baskets à 300 € et ils ne sont pas contents. Donc, moi, je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi ces enfants, ils ne sont pas contents malgré qu'il y a tout? Est-ce que c'est la maman qui mal fait ou est-ce que c'est l'entourage et l'école, surtout l'école? Moi, j'en veux beaucoup à l'école parce qu'ils ne donnent pas de base à l'enfant. Ils lui donnent trop de liberté, mais il n'y a pas les bases. Bon, parlant de l'éducation, en fait, je crois qu'il y a aussi un concept religieux aussi pour les familles issues je dirais même de l'étranger, en dehors de la France. Donc, ils ont reçu, ces femmes ou bien ces parents ont reçu une éducation religieuse qu'on aura vraiment besoin de transmettre aux enfants. Donc, parfois, on vous dit, attention, ça, c'est prohibé. Ça, en fait, il y a des limites. Donc, même quand on veut s'insérer dans le système européen, mais en fait, parfois, les enfants sont mal vus par les parents. C'est un reproche carrément. Donc, ça fait partie des obstacles aussi. Donc, je ne sais pas si vous partagez le même, cette conception. Oui, je peux te répondre parce que là, là, on parle d'une éducation, à la fois comment on peut être une éducation unicitaire, qui réunit, qui réunit, quoi. Et donc, après, là, dans les cultures dont on parle, rappelle-moi ton prénom, Fatima et Mohamed, c'est des cultures à forte tradition d'oralité et où la religion, comme elle a pu exister en France, il ne faut pas croire, hein, la France, depuis la séparation au début du XXe siècle, est beaucoup emprunté, il y a une forte influence, ça devient presque un repère identitaire dans l'éducation par la religion. Et au même moment, il y a un autre phénomène qu'il faut mettre en perspective, c'est celui d'une éducation du collectif, d'une tribu, d'une grande famille. Et en France, tant mieux. C'est les cultures individuelles. On développe la personne. Il ne faut pas perdre ça de vue. Après, c'est toujours trouver le juste équilibre. Et oui. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de la culture. Enfin, la diversité des cultures, des races, tout ça. Absolument. Et la maman, quand elle arrive ici, elle n'a pas la même culture, elle n'a pas été à l'école. Ça joue énormément. Des mamans qui viennent de là-bas, elles n'ont pas de culture.
La majorité des mamans qui arrivent n'ont pas été à l'école, peut-être un petit peu. Donc c'est très difficile pour elle de jouer le rôle de maman, d'éducatrice, de surveillante. Elle a beaucoup de rôles à jouer et elle n'est pas aidée par la famille. La famille, et ils veulent l'enfant nickel, très bas en classe, la religion et tout. La maman, elle a beaucoup de rôles à jouer en même temps et c'est pour ça qu'il y en a qui font des dépressions et qui abandonnent carrément la famille. La mère, la femme, c'est une femme. Hein. Elle ne peut pas être deux. Déjà qu'elle fait deux rôles, maman et femme de ménage. Aussi. Moi, c'est Marianne. Je vous écoute très attentivement depuis tout à l'heure et c'est vrai que pour l'instant, j'ai entendu des mamans. Un papa. Mais surtout des mamans. Non, toi, tu n'as pas parlé en tant que papa. Alors, je voudrais juste revenir sur... Quand on a préparé toutes ces manifestations, on a fait un joli programme. Et si vous avez eu l'occasion de le voir, ce programme, sur le devant de la présentation, il y a ce dessin que vous voyez là-bas, qui est cette femme enceinte de profil avec le bébé à l'intérieur de son ventre. Et sachant que nos journées, cette année, c'est parentalité et enfance, certains des gens du groupe qui ont préparé ces journées ont tiqué en disant mais la parentalité, ça va bien au-delà de la mère. Et les pères dans tout ça. Alors, tout à fait, et je suis tout à fait d'accord, ils ont parfaitement raison. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est et les pères, là, dans ce débat, dans ces échanges. J'aimerais bien entendre... j'ai entendu Abderrahmane, mais j'aimerais bien entendre d'autres pères, si c'était possible. Oui, il y en a deux, là, hein, grande gueule. Bonjour, je ne m'attendais pas... Oui, Bernard, je m'appelle. Sur bien des points, je vous rejoins sur les questionnements. Et évidemment, je me sens exactement lié à vous quand on dit qu'on n'est pas du tout prêt à être parent. On ne sait même pas ce que c'est. Et je pense que pour un homme, c'est encore plus tardif. C'est ce que avait été... dit ce matin sur le fait que nous, en plus, on n'a pas le truc de porter un enfant, donc forcément, on réagit d'une manière différente. Donc, on n'est pas préparé jusqu'à la naissance physique. On n'est pas préparé du tout à ça, même si, bien sûr, on fait tous les efforts nécessaires pour être proche de ce ventre et de sa femme à qui on a décidé d'avoir un enfant, mais ça reste quand même étranger, ça reste difficile. C'est vrai qu'après, on le devient, on apprend. Et l'apprentissage, il est super dur. C'est super compliqué. Mais pour les mamans aussi, hein, je vous rassure. Non, mais je sais bien, on en a parlé. Je veux dire, je ne tombe pas des nues et j'ai quand même... c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et je veux dire, avec la mère de mes enfants, on a bien sûr échangé tout ce genre de trucs. J'ai posé toutes les questions. Évidemment, la première chose qu'on commence à faire, c'est se lever la nuit pour reposer la personne qui même si elle allait, de se réveiller quand même pendant qu'elle allait pour être là, présent, bien sûr, tout ça, on partage. Après, chacun vit comme il veut, on s'en fout, je suis pas là on n'est pas là pour juger. La première semaine seulement. Non, absolument pas. Non, mais justement, on va essayer d'enlever aussi tous les clichés, toujours, dès qu'un mec prend la parole, parce que c'est gonflant, surtout quand on fait 2 mètres et 120 kilos, forcément, on paraît toujours pour un putain de joueur de rugby, même si j'adore le rugby, il y a un moment donné où ça me gonfle qu'on me tacle à moi. Et je trouve aussi pénible qu'à chaque fois qu'on doit prendre la parole quand on est un homme, il faudrait se justifier comme si on n'avait pas de féminité dans notre façon d'aimer. La féminité n'est pas féminine, elle est humaine. Et justement, donc, pour revenir à la sentimentalité des choses qu'on ressent, on n'a pas les mêmes mots pour les dire, évidemment, on n'a pas les mêmes trucs. C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien boire une bière avec mes collègues, hein, mais bon, après, il ne faut pas non plus déconner. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, madame, sur le fait que c'est beaucoup de bonheur et de la souffrance. Je ne sais pas si j'ai ressenti autant de souffrance, la façon dont vous l'avez dit, mais j'ai trouvé que c'était super fort, cette façon dont vous l'avez dit, comme vraiment quelque chose de fort en vous. Il y a des moments, je pense que je l'ai ressenti. Il y a des moments où je n'irai peut-être pas jusqu'à dire souffrance, mais en tout cas...
oui, difficulté, dire merde, tiens, je me suis manqué là-dessus, je ne sais pas même si je me suis manqué. Parce que pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux différentes cultures, certes, mais en fait aussi quand même, on élève beaucoup nos enfants par rapport aux voisins et à la famille, par rapport au regard des autres. En fait, c'est pas tellement nous qu'il faudrait arriver à se corriger, c'est les autres, c'est nos voisins, nos amis, même nos copines ou nos copains qui vont toujours trouver qu'on n'est pas toujours assez balèze ou après ceci. On a peur de ça. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, j'ai été dernier de la classe à un moment donné, une période de ma vie, et je me souviens que mes parents ne pouvaient plus venir, enfin surtout ma mère, ne plus venir à la réunion des parents parce que sur le parking, on connaît les parents des premiers et des derniers. Mais les autres, on ne les connaît pas. Mais en tout cas, ceux qui sont surlignés, c'est les premiers et les derniers. Donc je peux vous dire un truc, c'est que non seulement j'étais moi-même mal à l'aise d'être dernier, mais en plus, ma mère était mal à l'aise d'être la mère d'un dernier. Donc voilà. Alors, comme ça, on va continuer de rééquilibrer la parole des hommes. Donc, moi, je m'appelle Franck. On fait un peu le même métier. Je suis le 7e enfant de ma mère, et le petit dernier. Et ma mère avait décidé d'avoir 7 enfants, donc je suis content qu'elle avait décidé d'en avoir 7 et pas 6. Ça a été une sacrée maman, puisque mon père est parti quand j'avais 1 an et demi, et donc elle a effectivement sacrifié sa vie uniquement à l'éducation de ses enfants, avec toutes ces générations à assumer à la fois. Ça a été une mère courage qui n'a donc pas refait sa vie. Mais enfin, elle a été heureuse parce qu'elle a à peu près réussi ce défi. Je l'ai toujours, elle est assez vieille et fatiguée, 92 ans, mais... moi, je suis père de 2 garçons, un fils de 26 ans et un autre de 21, de 2 mamans différentes, excusez-moi. Je vais enfoncer le clou de ce que Bernard a dit sur la féminité chez les hommes. En effet, d'anima et d'animus. Bon, déjà, dans le métier qu'on fait, nous, je pense que notre anima, on le développe énormément, puisqu'on est quand même sur l'émotion, sur la sensibilité, etc. Mais moi, en plus, j'ai eu quasiment les 2 à les élever moi, tout seul. La première fois, parce que justement, et ça peut arriver quand on dit ça s'apprend d'être parent, bien la maman de mon plus grand fils a fait une sorte de déni. Elle disait elle-même qu'elle ne trouvait pas du tout son instinct maternel, au point de rejeter notre enfant à un moment, au point qu'ils, pendant 2 années, ils ne se sont pas vus du tout, parce qu'elle ne le souhaitait pas. Bon, tout ça, il y a eu des juges, vous voyez, tout ce bazar pas très agréable. Donc j'ai eu à être le papa et la maman. Ça arrive aussi. Il y a des papas qui font tout à la maison, y compris l'éducation, même si c'est pas tout à fait le thème. Mais enfin, les couches, le ménage, etc. Et ça avait commencé, comme par hasard, effectivement, je l'entendais pleurer la nuit et je me levais pour aller le chercher et qu'elle lui donne le sein. Mais je l'entendais avant elle, donc voilà. Peut-être que même cet instinct maternel, l'homme peut le développer. Et qu'est-ce que c'est qu'être parent? C'est aussi essayer de transmettre quelque chose. Mon fils qui a 26 ans, il est arrivé à un âge où c'est un adulte, où il s'est construit, il a énormément souffert de la séparation et du rejet de sa maman, mais c'est quelqu'un qui réussit sa vie, qui est heureux, qui est épanoui, il est musicien, il est à Londres, enfin, etc. Et tout va très bien pour lui. Et quand je partage des choses avec lui, je suis heureux parce que c'est pas que je veuille absolument qu'il colle à une image ou à une autre. Il a été libre de faire ses choix. J'ai essayé de l'accompagner du mieux que je pouvais. Il y a eu des moments très difficiles, oui. Alors, pour moi, c'est un peu difficile de dire c'est du bonheur et de la souffrance. C'est des difficultés. Il y a des moments où on souffre, mais enfin, on a l'impression là qu'en proportion, c'est égal, parce qu'il y a des périodes très difficiles. C'est pas toujours à l'adolescence, hein, des fois, ça peut être en décalé. Mon plus grand, ça a été plutôt assez tôt, parce qu'il était très petit lui-même quand sa maman l'a rejeté. J'avais un peu connu ça. Moi, c'était le papa qui avait été absent, mais voilà. Peut-être ça m'a aidé à le comprendre, mais il l'a réglé très vite. Très vite, il a su ce qu'il voulait faire. Et maintenant, on a une relation d'adulte à adulte. Bien sûr, il y a un lien qui est très très fort. Et sans prétention là-dessus, je me dis, j'ai réussi à lui donner certaines valeurs pour lui, pour qu'il puisse être épanoui et heureux dans sa vie. La situation du second est très différente. Ça a été beaucoup plus un enfant...
roi, comme on le disait, un enfant un peu pourri gâté par la maman qui était aussi très absente de par son métier. Elle partait sur des tournages de films, pas en tant que comédienne, hein, contrairement à moi, mais dans la production des films. Et donc je me retrouvais là plutôt à l'élever pendant 4 mois d'affilée où elle n'était pas là, et puis elle revenait un peu, donc il était pourri gâté. C'est des exemples, on ne parle jamais que de sa propre expérience, parce que ça peut faire des repères aussi hein, sur des attitudes à avoir. L'amour ne s'achète pas, on peut faire tous les dons généreux qu'on veut, ça ne remplacera pas une parole, une présence, une écoute. C'est pas facile. Et contrairement à son frère, il est beaucoup plus introverti, il n'est pas dans la réussite, il est presque dans un complexe d'infériorité par rapport à son frère. Je l'aime tout autant, l'amour ne se partage pas, il se multiplie. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pardon, j'ai un peu l'émotion qui m'a envahi, je reprendrai la parole. Merci Franck. Il y a un dernier témoignage d'un père. Ouais. D'un père. Ouais, jeune père, depuis pas très longtemps du coup. Antoine, je suis le fils du boxeur, grand boxeur là. Du coup, oui, je suis devenu père il n'y a pas très longtemps et c'était voulu, c'était pas un accident comme d'autres. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où les accidents sont peut-être un peu plus rares, je sais pas, ou pas. Pas sûr. Voilà, et c'est vrai que le fait vouloir un enfant et l'avoir, c'est quand même deux choses bien différentes. On s'imagine plein de choses, et puis le fait de l'avoir d'un coup qui arrive, ça change une vie totalement. Bon, je pense que c'est pas nouveau ce que je racontais, mais moi, encore, je suis en plein dedans, en train de me poser plein de questions personnellement et puis ça transforme. Et j'imagine que ça me rend un peu plus adulte ou un peu plus mature, on va dire, parce que ça pousse à la responsabilité. Fondamentalement, on n'est plus seul, on ne pense pas seul. On a un petit être qui, si on n'est pas là pour lui, va mourir. Enfin, en tout cas, pas mourir, mais en tout cas ne pas se faire nourrir ou quoi. Ma compagne, elle aussi, elle voulait cet enfant. Tous les deux, on était jeunes. Enfin, on avait un mode de vie un peu jeune. On se couchait tard. On aimait bien faire la fête. On se levait tard. Voilà, on était jeunes, on était insouciants. On s'en foutait un peu de tout. Et le fait d'avoir un enfant, elle, ça l'a beaucoup changé. Elle est très engagée dans la vie. Elle veut donner le meilleur pour son enfant. Elle veut qu'on lui donne de la nourriture bio. Elle veut pas qu'il y ait trop d'écran. Donc nous, on regarde beaucoup la télé ensemble avant. Maintenant, on la regarde moins. Bon voilà, du coup, ça change. Et en fait, on a des idéaux sur nous-mêmes, indépendamment de la famille, etc. Mais du coup, le fait d'avoir un enfant, je trouve que ça pousse à nous améliorer, dans le sens où si on se laisse aller dans nos dérives ou dans ce qu'on peut être un peu, on se dit bon, on verra plus tard, je suis un peu colérique ou je suis un peu machin, ben du coup on se rend compte que ça déteint ou ça peut influencer sur l'enfant, et on se rend compte que nos écarts et peuvent du coup avoir des répercussions vraiment fortes sur l'enfant. Alors enfin, pour l'instant elle est encore jeune, les répercussions je pense que je les verrai plus tard s'il y en a. Mais ça me pousse en tout cas effectivement à essayer à me questionner, à toujours essayer de donner le meilleur de moi-même. Surtout quand on a un petit bébé comme ça qui nous rend fou des fois, on a envie de crier, on a envie de... Et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas crier sur quelque chose qui n'est pas là pour nous embêter, mais juste parce qu'il faut juste être présent. Donc ça pousse la vie bien faite, je trouve. La vie, on peut tous être égoïstes et d'un coup on est parents du jour au lendemain, et du coup ça nous pousse à l'altérité, à l'altruisme. Et c'est heureusement qu'il y a ça qui existe, peut-être d'ailleurs, parce qu'on serait peut-être tous éteints depuis longtemps. Mais bon, non, mais tout ça pour dire que j'ai entendu aussi qu'il y a eu des choix qui ont des personnes qui ont voulu être femmes ou hommes plutôt que père ou plutôt que mère. Je pense que c'est vrai que c'est un vrai choix souvent à faire, surtout quand on est seul à la maison. J'imagine que beaucoup de femmes aujourd'hui présentes font vraiment que ça. Nous, avec ma compagne, on a décidé de faire ça à deux. Donc moi aussi de m'engager, de ne pas laisser que ma femme tout faire, donc être présent, savoir l'endormir, les couches, machin, tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des femmes qui sont tout le temps obligées de tout faire depuis le début jusqu'à les 18 ans, voire plus, à s'occuper, et que le père, lui, s'occupe d'autre chose qui est aussi essentiel dans la vie d'une famille, mais peut-être pas
le même niveau, et donc j'imagine que ça doit être prenant et que je peux comprendre certaines personnes qui ne veulent pas faire ça, enfin, qui ne veulent pas être mère ou père, qui veulent garder une certaine liberté. Mais sachez que la liberté, comme a dit Isa dans son texte, il n'y a pas de modèle en fait de parentalité, donc en vrai, la liberté on peut toujours la trouver. L'important c'est d'éviter que notre propre liberté individuelle ne soit un poids ou qui ait des conséquences sur notre enfant. Voilà, c'est ce que je pense. Merci. Alors avant de laisser la parole, le mot de la fin à Isabelle Audry, sachez qu'il est bientôt 15h et que moi j'ai pour mission d'être le couillon de service, messieurs, dames, pour dire qu'on va passer après à un autre atelier. Donc sauf s'il y a une réaction par rapport à ce que les Homo sapiens ont commencé à dire, donc les 3 hommes qui ont réagi, si une ou 2 personnes ou 3 personnes voudraient réagir maintenant, sinon je laisserai le mot de la fin à Isabelle pour qu'on puisse passer à l'atelier sur le sommeil après avec Ariana Cecconi. Voilà, donc il y a quelqu'un qui souhaiterait éventuellement réagir à ce qu'ont dit nos chers hommes, mères, pères de famille. Ah, il y a le collègue qui souhaiterait quand même clôturer ce qu'il avait commencé. Je voudrais pas rester sur le coup de l'émotion. Je crois que quand on est parent, on a à gérer son propre enfant, l'enfant qui est en soi. Voilà, si on a eu un manque d'amour, ça ressort à ce moment-là, etc. Donc il y a un travail à faire sur soi. J'aime bien l'idée aussi de la parentalité, l'exemplarité, quel soi on va développer par rapport à son enfant qui va avoir ça comme repère aussi. Et du coup, ça fait beaucoup réfléchir sur tout ce débat, les couples monoparentales, homo, etc. Parce que l'important, c'est qu'il y ait beaucoup d'amour. Et voilà, c'était pour dire que... Et aussi au niveau du déracinement de la double culture pour ces mamans qui ont des origines de l'autre côté de la Méditerranée. On peut être né à Marseille comme moi et complètement se sentir déraciné parce que c'est une ville tellement de passage, de brassage. Ma famille, moi aussi, n'était pas d'ici. Donc je suis le seul des enfants et même mes parents ne sont pas du tout attachés à cette ville. Tout le monde est reparti. Et j'ai eu besoin de me recréer d'autres racines ailleurs dans les Alpes et que mes enfants, dans une vie de village justement, et pas seulement le côté urbain, citadin, qui parfois est dur et violent, trouvent aussi cet environnement-là pour se créer des amis, pour avoir des repères dans un cadre de nature apaisant et chaleureux. Voilà. Merci Franck. Y a-t-il une réaction, envie de rebondir avant que je laisse le mot de la fin à Isabelle? Non, Isabelle. Ah, pardon. Ma question, c'est sur les messieurs là. C'était pour savoir, est-ce que vous avez assisté à l'accouchement de vos femmes? Vous pouvez le dire haut, fort, oui ou non? Oui. Merci, merci. Ah, donc, non, je plaisante. Les deux ont été très différents parce que la première fois il est né de façon naturelle et donc les 2 fois c'était la maternité de Pertuis. Je la conseille pour les papas et les mamans parce que c'est un des endroits où elle n'est pas privée du tout en plus, donc c'est un hôpital municipal, maternité municipale. Il faut souvent se battre pour pouvoir les garder. Et donc le père est le plus présent qu'il le souhaite. Moi j'allais même aux séances de préparation à l'accouchement, faire les respirations, ça faisait rigoler toutes les femmes, j'étais le seul mec, mais voilà. Et donc c'est un vrai décor de théâtre, ça m'allait bien, puisqu'on peut accoucher dans toutes les positions, la position gynéco qui parfois est incontournable et pas la meilleure. On peut accoucher debout, comme ça se fait, n'est-ce pas, à certains endroits. On peut faire percer les os, faire toute la dilatation en baignoire au départ. Enfin, voilà, c'est un cadre très doux, on met de la musique, ça fait pas hôpital, et le père est présent. Donc mon premier enfant, ma femme était entre mes jambes, c'était comme un escalier en dessous de moi. J'avais le monitoring, ce qui me permettait de voir les contractions arriver avant même qu'elle ne les sente, donc de pouvoir l'aider, l'accompagner. Quand l'enfant est né, c'est le père qui coupe le fameux cordon ombilical, qui fait la toilette de l'enfant, qui s'en occupe pendant qu'on s'occupe de la maman. Voilà, donc ça a été hyper harmonieux et j'avais l'impression de vivre l'accouchement le plus possible. Le second, ça a été une césarienne, donc justement j'ai dû récupérer l'enfant et m'en occuper pendant tout un temps, le temps qu'on s'occupe de manière plus médicale, là aussi, de la maman.
Et c'est pas pareil pour l'enfant de vivre une certaine souffrance quand même à la naissance ou pas également. Ça change beaucoup de choses, je pense, dans leur arrivée. Merci. Y a-t-il encore une autre question ou pas? Parce qu'on sait... Le journaliste se réveille. Tu es arrivé depuis ce matin 7h, mais ça y est, tu te réveilles là. J'ai hésité à prendre... Ta question Y a pas de problème. interpelle, Sakina. C'est pas une question et je me place pas comme journaliste mais comme participant à ce groupe. Moi je ne suis pas parent donc je m'exprime comme fils que j'espère être. Je pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être un fils. C'est pas simple. C'est pas simple quand on a été déçu par ses parents. C'est pas simple quand on est tenté par le mépris. Oui, je suis traversé par cette tentation. Je pense qu'on y arrive évidemment en dépassant ce sentiment-là. Je remercie aussi ce groupe parce que, ayant été déçu, la première réponse à ce qui me vient quand on me pose la question qu'est-ce que c'est d'être parent, c'est évidemment, hélas, décevoir. Être parent, c'est décevoir, apprendre à décevoir, sans doute. Et donc, excusez-moi, c'est extrêmement violent comme parole. Apprendre à décevoir, et donc ça demande nécessairement beaucoup de courage. Et ce groupe de paroles me permet de prendre conscience que, sans doute, mes parents, actuellement, ont ce courage-là. Et donc ça me permet de poser un autre regard sur mes parents. Ça me permet peut-être, enfin, d'avoir une considération, une admiration, je ne sais pas. Et enfin, l'enjeu quand même, c'est est-ce que moi, à mon tour, un jour, j'accepterai de prendre ce risque de décevoir. Voilà. Oui, merci pour ce témoignage. Je trouve que les papas s'expriment en dernier, ils essayent de garder le leadership. Non, je sais, c'est moi qui coupe la parole, ne vous inquiétez pas. Je sais, j'ai vu que derrière quelqu'un, mais merci. Oui, merci pour cette authenticité. Voilà, monsieur, je réponds à la question qui rebondit l'équipe à monsieur Dadji que je vis aujourd'hui, qui m'a connu à mon ancien quartier. Est-ce que mes parents ils m'ont mis à moi d'aujourd'hui? Tout le monde, ils coupent le cordon à la naissance et fait la toilette. Qui m'ont fait du bien, oui, aujourd'hui. À tout le monde qui répond. Est-ce qu'on a fait ça, moi, à tout le monde, à ma famille? Je ne répondrai pas, c'est vrai que je t'ai connu jeune, mais je ne vois pas en quoi je me permettrais de répondre si ce qui s'est passé dans ton enfance, je jugerais tel ou tel acte qui aurait été posé. Ah, ça après, est-ce que tout le monde a Madame Audry, peut-être que vous avez une réponse de ce côté-là? Non plus. Je n'ai pas cette réponse, néanmoins, je pense qu'effectivement, derrière, ce que je peux entendre entre les lignes, c'est peut-être un désir de mieux connaître votre histoire. Peut-être. Isabelle, pardon, il n'y avait aucune réaction. Alors franchement, là, maintenant, je deviens très bête. Voilà, c'est la dernière. Fais-le en douceur, Thomas, s'il te plaît. Voilà, intervention. Tu clôtureras après et voilà, tu n'attendras pas. Personne, c'est terminé. Merci. On va un peu tout mélanger. Donc, c'est vrai qu'on vient tous d'un papa et d'une maman. Déjà, je suis là, merci à eux, merci à toutes les mamans et les papas qui sont là, puisqu'on en parle. Juste un truc perso, j'ai accouché sous l'eau. Donc pour le futur, s'il y en a qui veulent essayer, moi je suis partisane du moindre effort, ça veut dire pas de souffrance. L'enfant, quand il naît, il est tout propre, parce que toutes les merdouilles, elles flottent dans l'eau, on ne les voit pas. Il naît, il rigole, il fait des bulles. Il n'a jamais su nager, il nageait que sous l'eau. Même mes grands, il faisait que du sous l'eau. Donc il ne savait pas nager sur l'eau. Apparemment, il a eu moins d'air, d'oxygène dans certaines neurones. Donc maintenant, il veut renverser tous les gouvernements. C'est difficile. C'est difficile à gérer parce qu'il est le professeur de ses professeurs. C'est très dur. Pour les parents, Voilà. Bon, après, c'est vrai, on n'a pas fait un voyou, mais c'est pas simple.
Avec, voilà, est-ce que ça s'est développé autrement? Je ne sais pas. En tous les cas, il a respiré de l'eau avant l'air. Parce qu'il est resté, c'est moi qui l'ai sorti. Dans la baignoire de la maternité de Vitrolles, il y a une salle d'accouchement dite salle d'accouchement sous eau. Parce que le monitoring est étanche. Voilà, vous pouvez mettre de la musique. Moi, j'ai demandé le noir complet. On était avec des petites lampes. Voilà, c'était assez spécial. Une autre ambiance. Voilà. Et après, le seul truc que j'avais les enfants, c'est quand ils disent « Maman, tu gères », c'est le plus beau mot qu'on puisse trouver. « Maman, tu gères ». Allez savoir. Voilà. Bon. Merci. Oh, pardon, excusez-moi. Merci. Je pense que là, j'ai dit avant que c'était terminé. Je suis assez couillon. Donc, Isabelle, le mot de la fin, avant de passer à l'atelier suivant, autour du sommeil. Bon, très bien. Écoutez, déjà, je vous remercie à chacun, d'avoir, de vous être autorisé à exprimer vos ressentis, votre expérience, les mamans, les papas, les fils. Effectivement, être parent, c'est une grande aventure, positive, enrichissante, remuante, bousculante, qui remet beaucoup en question, d'où qu'on vienne, quoi qu'on fasse. Néanmoins, on grandit comme parents. Et il y a des moyens de se faire aider quand on n'y arrive pas. Et moi-même, j'en suis représentante. Quand j'y arrive pas, eh ben, je vais consulter, je vais me faire aider, je vais exposer ce qui m'arrive et je vous invite à oser le faire parce que ça soulage beaucoup. Et aussi professionnel qu'on puisse être, on est avant tout des êtres humains avec une histoire. Et chacun a son histoire. On peut être déçu par ses parents, on peut avoir été déçu, nos parents ont pu être déçus de nous. Enfin, c'est très interactif. Comme chaque histoire est singulière, chacun pourrait en dire quelque chose ici. En tout cas, simplement, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de continuer, si vous êtes parent ou si vous désirez l'être, cette aventure-là. Osez vivre, en tout cas, osez vivre ce qui est important pour vous et ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Merci Isabelle, voilà. Merci pour ton de votre générosité. Merci pour l'atelier. Je remercie les animatrices, coordinatrices du Centre social du Bassin de Séon, l'équipe qui les a accueillis.